Alors, Xabi Alonso a-t-il perdu le contrôle du Real? Justement, on en parle à l'instant. Ça commence à grincer autour du Real. Edgar, 2-2 de partout sur le terrain d'Elche. Alors, tu l'as débriefé hier sur dans l'after, on va pas refaire le match. Troisième match consécutif sans victoire pour le Real. Toutes compétitions confondues. Il n'en faut pas plus pour tendre l'atmosphère, surtout autour de Xabi Alonso, justement. La presse espagnole le cible. Je disais là dans la presse, il est le seul et unique responsable, est écrit. Ça parle également de régression du Real par rapport au Real d'Ancelotti. Les signaux venant du vestiaire ne sont pas bons. Est-ce que c'est alarmiste, Edgar, ou est-ce que c'est une réalité sur place? On tire la sonnette d'alarme, ça voilà, c'est sûr. Il y a vraiment des tensions autour de cette équipe, autour de ce club. Le souci, je pense que c'est qu'il y a des problèmes qui s'accumulent. Il y a 3 matchs sans victoire, ce qui en soi, s'il y avait que ça, bon, ça peut arriver dans une saison. Il n'y a pas de progression dans le jeu, voire une régression. Bon, on pourrait se dire c'est le creux de la vague. Mais en plus de ça, il y a aussi des tensions autour d'individualités, Vinicius, Valverde, autour de la gestion du groupe par le coach. Et donc quand on additionne tout ça, ça fait d'un coup une situation qui est difficilement tenable et qui crée des polémiques toutes les semaines et qui crée de la tension autour de cette équipe. Surtout quand on pense à la communication qu'avait Xavi quand il est arrivé au Real Madrid. Quand il est arrivé, il a impressionné tout le monde. Tout le monde était enchanté par sa façon de parler, par sa façon de présenter son projet. Il avait des idées fortes. Il parlait de méritocratie. Il disait qu'il n'y aurait pas de cadeaux, il n'y aurait pas de passe-droit pour les stars. Les joueurs nous parlaient tous de la proximité du joueur-entraîneur à l'entraînement qui participait aux entraînements, etc. Mais même dans le jeu, on voyait du mieux. Et aujourd'hui, si on prend tous ces points, point par point, tout a changé et tout est presque moins bien qu'il y a 2 mois. Les idées fortes, la méritocratie, le fait qu'il n'y aurait pas de passe-droit. Finalement, on voit qu'il y a des tensions dans le vestiaire, que certains ne sont pas contents de leur utilisation ou de leur temps de jeu. Même les idées fortes qu'ils prenaient en conférence de presse. Aujourd'hui, on a des conférences de presse, sincèrement, assez molles, où on n'en retient pas grand-chose. Il y a des suiveurs du Real Madrid qui suivent le Real Madrid depuis que Xabi Alonso était joueur au club même, me disent, de confrères espagnols, qui sont assez déçus finalement par ce qu'ils voient, parce qu'ils s'attendaient à mieux. Et la déception, elle vient de là. On s'attendait à un grand changement. Et aujourd'hui, on voit des matchs du Real Madrid qu'on aurait pu voir la saison dernière. Carlo Ancelotti, on l'a critiqué à juste titre, et moi le premier, sur le jeu qu'il proposait la saison dernière. Et je pense que c'était logique de le voir quitter le club. Mais aujourd'hui, sur les dernières semaines, on a vu un contenu qui est similaire à ce qu'on voyait la saison passée. Et en plus de ça, on a des tensions entre certains joueurs et le coach. Et donc, quand on dépeint ce tableau-là, le tableau est assez sombre. Et il va falloir changer ça assez rapidement, parce que vous savez comment ça se passe au Real Madrid. Les crises viennent rapidement et reviennent rapidement derrière. Et donc, il va falloir faire un sacré enchaînement pour essayer de penser à autre chose. Et je repense très souvent à ce que dit Polo sur la gestion de Leverkusen de Xabi Alonso, et sur le fait que c'est évidemment pas la même médiatisation au Real et à Leverkusen. Et ce que nous disait Polo sur la gestion des individualités de Xabi, je le retrouve un petit peu finalement avec quelques mois de retard au Real Madrid. Et le problème, c'est qu'au Real Madrid, il y a toute cette médiatisation qui fait que certaines choses ne passent pas, parce qu'il y a les entourages qui parlent, parce qu'il y a des joueurs qui se plaignent, et parce qu'on parle de stars mondiales du foot qui ne sont pas forcément satisfaites de leur utilisation. Mais est-ce qu'il ne souffre pas de la transition, de passer après Ancelotti, qui était adepte de la calinothérapie, très proche de ses joueurs, qui leur octroyait du temps libre quand il le fallait, parfois un peu trop peut-être, une sorte de grand-père, j'ai pas envie de le dire, de super tonton, très compréhensif, à l'écoute de tout le monde. Est-ce qu'il n'a pas été un peu brutal dans la transition chez Alonso? Est-ce qu'il n'a pas fait cette erreur-là, justement? Ça, c'est vrai, surtout quand on prend l'exemple de Vinicius Junior, qui avait une relation presque paternelle avec Carlo Ancelotti. C'est le jour et la nuit forcément maintenant. Mais ça, on le savait, on connaissait le style de management de Xavi avant qu'il signe au Real Madrid. Donc ça veut dire que la direction a fait ce choix en connaissance de cause. Ils étaient au courant que ça allait pas être le même style de management. Les joueurs aussi, les joueurs qui ont signé aussi, les joueurs qui sont restés aussi. Donc on peut pas tomber des nues fin novembre quand on sait que dès les premières conférences de presse, Xabi Alonso a annoncé qu'il allait être intransigeant avec ses joueurs. Maintenant, peut-être qu'il est aussi responsable de ne pas avoir réussi à faire passer le message à tout le monde. Mais quand on voit des choix qui sont faits dans les compositions, par exemple, sincèrement, il y a certaines questions.
Moi, par exemple, la gestion de Rodrigo, je la comprends plus du tout. La gestion de Rodrigo qui est tout simplement mauvais depuis pas mal de mois. On est obligé, au bout d'un moment, de le dire. Ça fait 29 matchs de suite qu'il ne marque pas. Je comprends pas pourquoi un match il est titulaire, pourquoi le match d'après il rentre pas une seule minute. Vinicius, il a montré évidemment qu'il était agacé par ses choix. Il y a d'autres gestions de joueurs. Je veux dire, Hendrick, même si c'est un joueur presque secondaire dans cet effectif-là, comment il peut ne pas avoir plus sa chance dans cette équipe qui ne tourne pas parfaitement? Je ne sais pas. Arda Güler et Mbappé, ça marchait parfaitement ensemble. On a Bellingham qui est revenu et on se retrouve avec un Arda Güler qui est à 4 km de Mbappé et on a réussi à endommager la proximité et la relation qu'il y avait entre les deux joueurs sur le terrain footballistiquement et on les sent un petit peu moins connectés depuis que Jude Bellingham est revenu. C'est pas pour dire que c'est la faute de Bellingham, de Güler ou de Mbappé, c'est dire qu'il faut trouver l'équilibre et j'ai l'impression que le Xabi Alonso a dit qu'il allait promouvoir au-dessus de tout l'esprit d'équipe et le jeu collectif qu'il avait envie de mettre en place, ces idées, depuis quelques matchs, on les voit plus. Ça ne veut pas dire que ça va pas revenir, mais il va falloir que ça revienne assez rapidement parce que là, c'est quand même préoccupant de voir une équipe qui, comme c'est dit dans la presse espagnole, régresse dans le jeu. Et c'est pas que les résultats, c'est le jeu. Et c'est ça qui est problématique. Bon, quelqu'un veut réagir? Bon, Polo, on t'a souvent lancé sur Xabi Alonso. Tu n'étais pas sceptique, hein, mais tu étais curieux de voir comment il allait gérer cette transition-là, d'investir de stars après celui du Bayern. On a le sentiment que c'est le coach, le responsable. Mais je rappelle que Ancelotti, qui a réussi au Real, a été, je ne dis pas un bide au Bayern, mais on l'appelait le Folozok, la chaussette paresseuse, en faisant de la traduction littérale, lorsqu'on le voyait avec son assistant fumer des clopes dans une des salles au Bayern, ils étaient complètement fous, et on disait ils foutaient rien en fait. Et ça n'empêche pas d'avoir réussi au Real, donc c'est très intéressant parce que je me demande en fait, chose qu'on oublie tout le temps. À Leverkusen, on a eu une période idyllique où tous les matchs étaient fabuleux à voir, techniquement, c'était dans tous les sens. Mais pour jouer comme ça, il faut une condition physique à 200%. Et je me demande, et c'est ce qu'on reprochait un petit peu à Ancelotti avant, si le nouvel arrivant, en l'occurrence Alonso, n'a pas des soucis à mettre ces joueurs-là, qui sont des superstars, dans des conditions physiques maximum pour aller chercher le maximum. Et que les joueurs n'ont tout simplement pas envie. Ce ne serait pas la première fois qu'on entendrait ça au Bayern Munich. Moi, ça fait quand même quelques années que j'entends parler du Real, pourquoi pas le Bayern Munich, pardon, que du Real, et que si les superstars, si elles n'ont pas envie, c'est compliqué. Et que si le discours, c'est pas spécialement j'ai assez parlé évidemment sur le cas relationnel qu'il peut avoir avec des joueurs à Leverkusen, et je me doutais bien que ça allait être plus compliqué au Real, mais je me demande, parce que nous on a fait un podcast l'année dernière avec Terrier. Et Terrier nous disait que physiquement, c'est dingue ce qu'il demandait à l'entraînement. C'était pas que des questions techniques. Et donc, moi, je me demande si le Real, cette génération-là, n'est pas, entre guillemets, évidemment, un petit peu paresseuse par rapport à ce que demande Xabi Alonso. Donc, je sais pas si c'est générationnel, c'est peut-être plus une question de profil de joueur, parce qu'il l'a fait avec des jeunes joueurs au Bayer Leverkusen, c'est ça. Finalement, c'est le débat. Est-ce qu'un entraîneur doit s'adapter à son nouvel environnement ou imposer absolument ses règles, les transposer, celles qu'il avait dans son club précédent? Là, visiblement, c'est là qui coince chez Alonso. Oui, non, mais là où a raison Polo, c'est que le coach, et c'est là où peut-être la presse espagnole a tort, le coach ne peut pas être l'unique responsable de cette situation, surtout quand on a listé le nombre de problèmes différents. Il y a des rendements individuels qui ne vont pas. Effectivement, je pense que cette équipe, physiquement, mais comme d'autres équipes, paye le coût de l'enchaînement des saisons, de cette Coupe du Monde des clubs, etc. Mais ça ne doit pas être une excuse au jeu et à la philosophie de jeu. Et aussi, un joueur comme Vinicius Junior, qui a du mal avec cet entraîneur, mais Vinicius Junior, c'est un bosseur. Et d'ailleurs, c'est un bosseur au quotidien, à l'entraînement, chez lui, etc., et qui a cette réputation-là depuis des années. Et c'est comme ça qu'il s'est sorti de sa situation très, très compliquée il y a quelques années, quand tout le monde lui tombait dessus. Et c'est comme ça qu'il s'en est sorti, c'est par le travail. Mais j'ai l'impression qu'il fait plus d'efforts sur le terrain défensivement. Et c'est pour ça aussi peut-être qu'il est frustré de sa situation, c'est qu'il n'a pas forcément été récompensé en termes de temps de jeu par rapport aux efforts qu'il faisait. Parce que défensivement, c'est vrai qu'il fait plus d'efforts sous Xabi Alonso qu'il ne faisait
faisait sous Carlo Ancelotti, parce que Xabi Alonso lui en demande plus. Et j'ai l'impression que Vinicius quand même répond à certaines attentes défensives. Maintenant, évidemment, si Xabi Alonso ne le met pas 90 minutes à chaque fois, c'est qu'il en attend plus et qu'il attend d'autres choses. Mais on peut comprendre aussi sa frustration. Edgar, ce soir, The Athletic, notamment, et d'autres médias espagnols, évoquent des négociations au point mort quant à la prolongation de contrat de Vinicius. Lui, il aurait indiqué à Florentino Pérez qu'il excluait une prolongation tant que ses relations avec Xabi Alonso resteraient tendues. Oui, il y aurait une relation, réclame, en fait. Une réunion entre lui et entre Vinicius Junior et Florentino Pérez juste après le Classico, donc juste après tout le scandale. Et on peut comprendre qu'un joueur ne va pas prolonger si ses relations avec le coach qui vient d'arriver ne sont pas bonnes. Ça peut s'entendre. Et d'ailleurs, Vinicius, et ça on peut vous le confirmer, c'est pas le seul joueur qui est frustré dans le vestiaire du Real. Mais il y en a d'autres. Par exemple, un joueur comme Fede Valverde, pour parler de ceux qui l'ont exprimé publiquement. Fede Valverde a exprimé sa frustration avec son poste de latéral droit. Maintenant, Fede Valverde, et c'est là aussi, il faut pas tout remettre sur le coach. Fede Valverde, il est bien gentil à parler de ce poste de latéral droit, mais le Fede Valverde qu'on voit depuis 6 mois, c'est pas le Fede Valverde qu'on voyait en début de saison dernière, qui était absolument éblouissant, qui était peut-être à certains moments le meilleur joueur de cette équipe quand il joue au milieu de terrain. C'est pas le même joueur aujourd'hui. Lui, je pense que c'est pour beaucoup une question physique et qu'il a été absolument essoré à un moment où c'était le seul qui tournait pas au Real Madrid et qu'il en a payé les frais physiquement et qu'il est toujours pas de retour à son meilleur niveau. Maintenant, le latéral droit, le problème c'est qu'aujourd'hui le meilleur latéral droit du Real, j'ai envie de vous dire que c'est Fede Valverde. Donc évidemment, c'est normal que Xabi Alonso ait envie de le mettre à ce poste-là. Quand tu as un Trent Alexander-Arnold qui s'est blessé et qui en plus de ça est moins fiable défensivement et que tu as un Carvajal qui est blessé également, c'est normal de vouloir jouer de vouloir avoir un coach qui met un joueur à ce poste-là quand c'est sa meilleure option, Fede Valverde. Bon, heureusement, protégé par Mbappé également, qui n'a pas marqué ce week-end, et quand Mbappé ne marque pas, c'est la deuxième fois d'affilée, le Real ne gagne pas. Troisième même. Il a eu des occasions pourtant. Il a eu des occasions. Il a fait un bon match aussi. Bien sûr, c'est le seul de toute façon. Et gardons en tête une chose, le Real Madrid, mine de rien, est premier du championnat. Et c'est pour ça que si c'était seulement le sportif et qu'il n'y avait pas aussi des tensions autour du vestiaire, il n'y aurait pas toutes ces polémiques autour du club.